Alors, merci déjà de nous avoir invités et de nous avoir permis encore une fois de travailler ensemble avec Davy. Ce sujet, donc, c'était surtout axé sur l'adolescence, la période de la vie que nous connaissons le mieux en tant que soignants. Et la prévention à l'adolescence est vraiment particulière puisque c'est plus qu'un enjeu de santé publique, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'adultes. Effectivement, nous ne sommes pas là que pour faire de la prévention, mais aussi pour faire grandir ces jeunes, que nous soyons parents, éducateurs ou soignants. C'est donc peut-être aussi une réflexion sur l'éducation au sens large, du faire grandir, et sans doute une réflexion sur le monde que nous souhaitons donner à nos enfants et la place que nous leur y donnerons. Alors vous verrez que dans les exemples que nous donnerons, nous allons un peu restreindre sur les pathologies que nous connaissons le mieux, et en particulier les troubles du comportement alimentaire, obésité et anorexie, boulimie. Voilà notre plan. Alors, pour débuter, je vais vous parler illustrer avec une vignette clinique pour se demander vraiment où finalement cette prévention peut avoir lieu. Donc, je vais vous parler d'un de mes patients, Elias, qui a 21 ans. Il vient en consultation pour un trouble du comportement alimentaire évoluant depuis 2 ans. C'est une anorexie avec conduite de purge. Il a un indice de masse corporelle à 15,5. Pour rappel, les normes, c'est plutôt entre 20 et 25 pour les garçons. Il y a aussi une hyperactivité avec des activités sportives excessives. C'est aussi un étudiant brillant. Il évoque son mal-être avant les troubles alimentaires. C'est un jeune homme homosexuel et alors qu'il avait un poids tout à fait normal à 20 d'indice de masse corporelle, même un poids plutôt de minceur, il présentait une insatisfaction corporelle forte, renforcée par l'utilisation d'une application, Grindr. Donc c'est un peu comme Tinder, c'est une application où on met ça en profil photo et les gens vont choisir et liker ou pas la photo en question. Et donc son profil, pour lui en tout cas, avait peu de succès. Donc la restriction commence et les likes augmentent. Plus Elias maigrit, plus son profil est vu. Et plus les demandes de rencontres augmentent. Donc on est vraiment un peu dans le miroir de la sorcière dans Blanche-Neige qui vient dire valider ou non, est-ce que je corresponds aux critères de mon groupe d'appartenance. Donc qui est cet autre qui juge finalement et qui regarde ? La question est, est-ce qu'on aurait pu prévenir ce trouble ? À quel moment on aurait pu intervenir ? Et par quel type d'intervention ? Alors j'ai repris le modèle inspiré de Gardner de 1993 qui présente des facteurs prédisposants, des facteurs précipitants et des facteurs de maintien, en particulier pour les troubles du comportement alimentaire. Alors pour Elias, au niveau individuel, alors c'est vrai qu'il peut y avoir sans doute des vulnérabilités génétiques, épigénétiques et neurobiologiques, mais effectivement c'est assez compliqué pour nous de le repérer. En tout cas dans la famille d'Elias, il n'y a pas d'antécédents de troubles du comportement alimentaire dans la famille. En sachant que la famille est arrivée à l'âge de... Elias avait été grand adolescent quand la famille est arrivée en France. Ils viennent du Maghreb. Il n'y a pas non plus d'antécédents au niveau individuel de trauma particulier, peut-être mis à part ce changement de continent. Donc, réussir à faire de la prévention au niveau individuel, vous voyez bien que là, ça serait quand même compliqué. Au niveau familial, par contre. Au niveau familial, on note chez la famille un idéal de succès professionnel très important, au point que les gens qui échouent dans ces idéaux professionnels sont mis au banc, sont exclus du groupe. La beauté est aussi un facteur très important, et la beauté selon des critères occidentaux. C'est-à-dire que dans le reste de la famille, les jeunes femmes ont plutôt les cheveux teints en blond et la couleur pâle de la peau est valorisée. Les repas de famille ne sont pas une priorité. En effet, chacun a sa réussite professionnelle et scolaire qui est prioritaire. Néanmoins, ils sont très impliqués dans le manger bio, dans le manger éventuellement même végétarien, mais pas forcément au cours de repas familiaux. Au niveau culturel, chez Elias, on note le télescopage de 3 cultures différentes. La culture occidentale qui est hyper investie,
prenant la maigreur et le manger healthy. La culture du pays d'origine, où la rondeur, en tout cas chez les femmes, était plus valorisée et où son homosexualité, par contre, est taboue. Et enfin, la culture populaire. Dans la culture populaire, un homme homosexuel se doit de répondre à des critères physiques stricts. Et plusieurs études ont montré que les homosexuels ont une pression sociale concernant leur apparence physique comparable à celle des femmes, voire supérieure. Alors, au niveau des... Ah oui, j'avais fait une petite animation, c'est vrai. Au niveau de l'insatisfaction corporelle chez Elias, elle est forte, et ce depuis le début de l'adolescence. Cette insatisfaction corporelle a été banalisée par la famille et par les différents thérapeutes qu'a pu rencontrer Elias, enfin son médecin traitant par exemple. En effet, c'est normal à cet âge-là de ne pas être... dans la pensée populaire, ça peut être normal à cet âge-là d'être insatisfait au niveau corporel. On note aussi, et ça manque peut-être au schéma de Gardner, qu'on est à une période de difficultés identitaires, en particulier chez Elias, qui change donc de pays, qui découvre son homosexualité et qui doit faire face aussi à ses premiers émois amoureux. Le régime entrepris seul avec les données qu'il retrouve lui-même sur Internet et lui permet de trouver un semblant de contrôle dans une vie où tout est en mouvance. Il s'y engage massivement malgré une bonne connaissance des risques encourus. Il les connaît particulièrement bien, les risques encourus. Après, ce qui est important, c'est aussi les facteurs de maintien. Les facteurs de maintien, en particulier... Le deuxième, le renforcement par l'entourage, qui est ici renforcé non seulement par l'entourage proche, mais aussi par l'application Green, qui renforce le sentiment d'une valeur basée uniquement sur la maigreur et sur l'apparence physique. Il donne le sentiment d'appartenir à une communauté et d'être reconnu comme performant. Donc ces croyances, le corps comme reflet et comme facteur de bonheur et de réussite, et les attitudes, l'insatisfaction corporelle dysfonctionnelle, sont des facteurs de risque de l'ensemble des problématiques alimentaires. Donc, on a des campagnes de prévention des troubles du comportement alimentaire qui ont eu lieu. On en a parlé aussi ce matin. Et la plupart de ces campagnes ont montré une réduction quand même intéressante des risques, en particulier, par exemple, une étude en 2008 de Stiles, Presnell et Shaw qui montrait une réduction de 55% des risques d'obésité et 60% des risques d'anorexie et boulimie, quelle que soit l'intervention. Donc on peut se dire c'est intéressant. Mais il y a d'autres études qui ont montré qu'au contraire, des préventions extrêmement ciblées sur les troubles du comportement alimentaire, par exemple venir faire une intervention dans un lycée sur les troubles du comportement alimentaire, pouvaient renforcer 1 an après le nombre de jeunes filles ou de jeunes garçons qui présentaient un trouble du comportement alimentaire. Alors, il importe donc de ne pas se tromper de cible. On est donc... c'est vrai que les campagnes type 5 fruits et légumes ou manger, bouger, elles sont prises au pied de la lettre par nos jeunes patients. Elles ciblent donc plutôt, ces campagnes générales, une population d'adultes capables de prendre normalement du recul. Et elles sont surtout censées prévenir l'obésité et pas l'anorexie, boulimie. Par exemple, mais ça, Lévi en reparlera tout à l'heure, on peut pointer là ? Ça marche ? Oui. Non, oui. En fait, on constate que certaines actions de prévention peuvent augmenter l'incidence des troubles par la fascination que peuvent avoir les jeunes pour ces comportements. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est un adolescent. Enfin, la plupart d'entre vous le savent, mais on va faire une petite piqûre de rappel. Et ces conduites à risque peuvent avoir un pouvoir de fascination. Et toutes les émissions télévisées qu'on peut avoir sur les troubles du comportement alimentaire qui font une audience massive montrent bien que ce sont effectivement des comportements qui fascinent, et pas que les adolescents d'ailleurs. Donc la fascination va permettre d'aboutir aussi à de nouvelles stratégies de contrôle, et l'adolescent est dans une période où il perd tout contrôle sur son corps et son environnement, donc il peut se rattacher à cette stratégie de contrôle. Il va y avoir une valorisation des conduites à risque,
et l'impression que le comportement est fréquent, donc de nouvelles normes. C'est un peu comme dire, bah oui, à l'adolescence, c'est normal d'être malheureux, donc je suis malheureux, ou c'est normal de se préoccuper de son alimentation, de son poids, etc. Et ça devient une norme d'avoir ces comportements à risque. Et enfin, il y a la prise de conscience de l'idéal de minceur, c'est-à-dire que plus on va leur dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont malades et qui ont des troubles alimentaires, etc., plus va y avoir en fait la prise de conscience par l'adolescent qu'en fait, c'est quand même vers là qu'est l'idéal de notre société. Alors, pour les intervenants de prévention, bien entendu, ça met un poids énorme sur les épaules. Surtout que la plupart du temps, et moi la première, je disais encore il y a quelques années, mais il n'y a pas très très longtemps, j'allais dans les lycées parler des troubles du comportement alimentaire, dire c'est quoi l'anorexie mentale, etc. C'était il y a pas, enfin voilà, c'était il y a 3-4 ans. Donc maintenant on sait que ces techniques de prévention sont plutôt nocives, mais il y a aussi des gens qui veulent bien faire. Et qui donnent des conseils inappropriés, comme effectivement les régimes, et des régimes hypocaloriques. Demander des conseils aux pharmaciens concernant les produits facilitant la perte de poids. Est-ce que les pharmaciens sont formés à répondre aux jeunes que nous avons, et même aux moins jeunes d'ailleurs? Le fait de se peser tous les jours, et on voit le nombre d'applications mobiles, etc., qui permettent de suivre son poids à la virgule près, et qui finalement incite à se peser du coup tous les jours. Donc bien entendu, il faut former les intervenants, et il y a un point qui m'apparaît en tout cas très important, c'est ne pas déformer les parents. Ne pas déformer les parents en aussi pointant de manière trop importante l'alimentation et les risques encourus. Parce que finalement, manger ne devient plus un acte social le soir, la famille qui se réunit, etc. Mais devient tu dois bien manger, parce que sinon tu vas rater ta vie, ou je sais pas, enfin quelque chose de... Et donc l'importance de ce qu'il y a dans l'assiette devient plus important finalement que le moment familial global, un moment de convivialité. Et ça commence dès la petite enfance, puisque ceux qui sont peut-être jeunes parmi vous, enfin moi je sais en tout cas que pour moi j'ai assez mal vécu la période de la diversification et les injonctions entre biberon, allaitement, etc., où on nous donne tellement de messages de prévention que finalement nourrir son enfant devient quelque chose qui paraît pouvoir être dangereux. Enfin, et du coup, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il prend du poids, est-ce que voilà, enfin il y a quelque chose d'extrêmement enfin déjà dès le départ, il y a un poids qui se met sur les épaules des parents sur l'alimentation. Les petits pots, est-ce que c'est bien ou pas, enfin voilà. Alors, les particularités de l'adolescence. Alors, pour plus de compréhension, j'ai divisé en primaire, collège et lycée, parce qu'effectivement, c'est pas la même population. Et finalement, le système scolaire a bien fait les choses de séparer les enfants dans ces classes d'âge-là. En primaire, on est encore dans la phase de latence. Dire que les pulsions sont domestiquées, on est dans la tendresse, le respect, le dévouement envers les figures parentales, les profs, etc. Ça donne presque envie d'être professeur des écoles. La loi sociale est acquise, l'investissement des valeurs culturelles et sociales se fait à ce moment-là. Et enfin, on est dans une période de sublimation importante avec l'acquisition de la lecture, les apprentissages divers. Bon. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, c'est pas complètement faux. Il va se passer quelque chose entre le primaire et le collège. D'ailleurs, on va souvent au primaire en tenant la main de sa mère, alors qu'au collège, surtout, il faut que la maman reste dans sa voiture à distance. Donc, il y a un certain deuil des imagos parentales. Le collège, c'est le moment de la remise en question. C'est « je ne veux pas ». J'apprends à dire non. C'est le terrible tout, mais plus tard. Donc, on remet en question les acquis moraux et sociaux de la période de latence. Tout ce qui a été appris là va être déconstruit, remis en question. Pour faire le deuil des imagos parentales, c'est la bande d'amis qui va jouer un rôle fondamental. C'est la bande d'amis unisexuée dans un premier temps. On reste entre soi, les garçons d'un côté et les filles de l'autre, et on s'aime pas tant que ça. On évite la solitude, un moment donc où l'enfant se détache franchement du soutien parental et on s'identifie à une nouvelle norme. Et c'est là que la nouvelle norme va prendre tout son sens. C'est quoi cette nouvelle norme ? Le jeune va trouver donc une sécurité, c'est « je suis comme les autres, donc ça va », et valorisation. Donc là, vraiment, l'envie du collégien, c'est surtout ne pas être différent des autres.
avoir le même cartable, les mêmes baskets, la même coupe de cheveux, les mêmes idoles, etc. Les idoles, d'ailleurs. Non, c'est là. Les idoles, le substitut parental transitoire. Alors, ça va être un chanteur, ça va être un sportif, ça va être... Voilà, ça va plutôt être ça. Hein. C'est pas encore Marie Curie, ça viendra plus tard. Hein. Et donc aussi, la question, c'est quel héros pour nos enfants ? Et ça, sans doute que nous avons aussi notre part de responsabilité dans les héros que propose la société. Et peut-être qu'il faudrait que ce soit aussi en dehors de la télé-réalité. Petit à petit, au collège va apparaître aussi le meilleur ami. Le meilleur ami, en général, il est du même sexe. Hein, et c'est l'exclusivité d'une relation. C'est la première exclusivité. Enfin, on passe au lycée. Le lycée, c'est encore une phase différente. Souvent, il y a une phase transitoire de mélancolie, de sentiment d'injustice. Personne ne me comprend. Ni les amis, ni les parents. Une période de vide et de recherche de sens. C'est aussi une période où les adolescents sont en même temps remplis d'altruisme et d'égoïsme. C'est aussi le moment des premiers émois amoureux. Les flirts, les désillusions, l'envie de plaire, la coquetterie. Ça permet à l'adolescent d'envisager le couple et de trouver peut-être de nouveau un sens à sa vie. C'est-à-dire la phase transitoire de mélancolie va pouvoir aussi trouver... va se résorber aussi dans l'envie d'imaginer une vie ultérieure, qu'elle soit en couple ou dans une vie professionnelle. Donc il va y avoir des projets adultes, professionnels, familiales. Et c'est là où tout ce qui a été aussi perçu avant, c'est-à-dire la loi sociale acquise, remise en question au collège, va pouvoir finalement trouver un peu au lycée, va pouvoir se retrouver dans la mise en place d'un système de valeurs propres, l'individuation. Et là, du coup, ça ne va plus être la question d'être exactement comme les autres. On va pouvoir commencer à être différent. C'est la phase du « je veux ». Je veux ça pour ma vie plus tard. Alors, bien entendu, il y a un revers à tout ça. C'est-à-dire, par exemple, surtout au collège, c'est quand même une période qui peut être un peu compliquée. Hein. Le mal-être, l'exclusion, voire le harcèlement, s'il y a des différences. Effectivement, c'est tellement une période où il faut être comme les autres pour pouvoir appartenir au groupe et se sentir valorisé, que la différence va être extrêmement difficile à vivre. Et actuellement, avec les réseaux sociaux, etc., cette différence peut être encore amplifiée. Les idoles, je vous ai dit, est-ce que c'est la télé-réalité, le showbiz, les sportifs, avec une importance dans notre société de l'apparence physique ? Comment on peut aussi peut-être penser à ce qu'il y ait d'autres idoles possibles pour nos jeunes. Bon, après, je sais pas, le magazine Phosphore mettait récemment que finalement les idoles des jeunes, c'était... Alors, mais c'est Phosphore, alors est-ce que ça cible déjà une population particulière ? Donc finalement, les héros étaient tous noirs d'ailleurs, 3 hommes, Nelson Mandela, Barack Obama et Will Smith. Bon, je trouve que c'est pas si mal, mais c'est Phosphore. Après, au lycée, ce mal-être existentiel. Là aussi, comment, dans cette prévention, pouvoir entendre ce mal-être existentiel, mais pas en faire non plus une norme. C'est comme s'il était normal, finalement, de traîner dans un monde qui paraît noir, etc. Mais il y a ce mal-être existentiel, mais à ce moment-là, il y a la récupération progressive des valeurs morales, sociales, héritées de la phase de latence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mis à la sauce de l'adolescent. C'est aussi au niveau du collège le début de l'exposition numérique, hors du contrôle parental, et avec une certaine naïveté, puisque en général, ce qui est lu sur Internet est compris comme la vérité absolue. C'est donc, au niveau du collège, une période peu propice à la réception de messages de prévention. C'est-à-dire que c'est le moment où ce qui vient des parents, ce qui vient de nous, adultes, va être remis en question. Donc ils ne vont pas nous écouter à ce moment-là. Ça va être détruit. Ce qui va être entendu, c'est éventuellement les messages de l'idole, ou ça va être ce qu'ils vont dire entre eux, entre pairs. Au niveau du primaire, on peut se poser la question. Là, on est devant des cerveaux malléables. Attention, et c'est sans doute là où il faut faire attention aux valeurs plutôt culturelles et familiales transmises. Et là aussi, on voit mal comment
on peut intervenir, nous, en tant que psychiatres, sur des valeurs culturelles et familiales transmises. Est-ce que c'est une bonne cible pour la prévention ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est déjà trop marqué par les normes ? C'est-à-dire que si on dit à cet âge-là, manger, bouger ou manger des légumes, qu'est-ce qui va, avec leur manière très manichéenne de prendre les messages, qu'est-ce qu'ils vont en retenir ? Est-ce que ce n'est pas encore avant qu'il faut intervenir ? Donc on est au primaire dans un surmoi archaïque fort, avec un danger d'assimiler les messages de prévention sans nuance. Et au collège et lycée, on est plutôt... Les préventions basées sur des recommandations paternalistes sont peu pertinentes, puisque ce qui vient de l'adulte sera rejeté. On apprend par l'expérience. Alors la transition peut paraître un peu raide, je suis désolé pour les spécistes s'il y en a dans la salle, mais l'idée qu'on voulait passer, c'est à la fois tenir compte des troubles qu'on va cibler, l'âge, et du coup la cible proprement dite, et dans le contexte sociétal donné. Et l'image qui m'est venue à ce moment-là, contrairement à Forrest Gump avec sa boîte de chocolat, aujourd'hui, ça serait plutôt effectivement un saucisson débité, ce que nous a apporté l'hypermodernité, l'hyper-individualité, dans ce qu'on pourrait avoir dans notre rapport au temps, déjà, puisque là, on va être dans le tout de suite, dans l'urgence, adieu manque, adieu désir, et on va être dans l'assouvissement de la pulsionnalité. Là, je vous renvoie, alors effectivement, il y a Grindr, mais on pourrait les avoir pour les hétérosexuels, le Tinder, où c'est facile, soit ça match, soit on zappe et on passe à autre chose. La deuxième dimension dont on va devoir tenir compte aussi au niveau sociétal, ça va être notre rapport au langage. Là, pas plus tard de ce matin, j'ai envoyé encore un GIF à un copain. Voilà, maintenant on va communiquer par peak speech, donc des envois de messages, d'images, pour essayer de restituer approximativement l'ensemble de l'idée du moment, quoi. L'autre chose auquel on est confronté, et là par rapport à la gestion du risque, ça va être un vrai souci, c'est que la prise de risque devient quasiment une valeur constitutive du sujet. Quand on voit le rapport aux limites, quand on voit justement la multiplication des conduites quasi ordaliques, que faire du risque et quel message donner ? Et enfin, c'est le rapport à l'image. C'est-à-dire qu'on est passé d'une dimension expérientielle à quelque chose d'une mise en scène du moment vécu, à tel point qu'on ne sait plus exactement quand se fait effectivement l'expérience. Là, est-ce que ça va être dans la rencontre avec Hillary Clinton, alors où en plus tout le monde va se mettre à vous tourner le dos? Est-ce que ça va être dans l'envoi et la diffusion du moment, c'est-à-dire le selfie prise avec Hillary ou n'importe quelle star, ou enfin, est-ce que ça va être, ça Marion le disait, le retour de « Ah, trop classe, 5 étoiles, je like ». Et vous voyez que du coup, cette mise en scène et cette représentation peut amener à des prises de risques également. Alors ça, vous tapez sur Google, il y en a des dizaines. Il y en a un qui est tombé là, il n'y a pas longtemps, a priori d'un building de Hong Kong. Donc prendre aussi en compte ces 4 dimensions pour élaborer une prévention efficace à l'heure où la roulette russe, la conduite ordalique, effectivement, va de plus en plus être utilisée par nos jeunes dans cette confrontation au réel. Alors, on ne va pas répéter, comme ça on va gagner un peu de temps sur la prévention. Effectivement, est-ce qu'elle cible le trouble ? Et à ce moment-là, on va être dans des préventions primaires, secondaires, tertiaires. Alors, on en a même trouvé une quaternaire sur la prise en charge finalement du handicap, des troubles. Ou alors, est-ce qu'on va s'intéresser à la population choisie, soit dans une prévention universelle ou sélective en fonction d'un genre ou en fonction d'une tranche d'âge, ou enfin sur des préventions ciblées sur des prodromes, par exemple. Et là, il va y avoir un choc, effectivement, développemental, finalement, par rapport au message qu'on va vouloir envoyer. C'est-à-dire que
que va faire l'adolescent par rapport à la question de la norme qui va être en plus élaborée par le savant et le sachant, donc du coup un message qui va être finalement très vertical, à un moment où lui doit s'en différencier pour mieux s'autonomiser. Et vous voyez qu'en plus, l'appropriation du risque, elle est éminemment individuelle. C'est-à-dire que là, j'ai fait le choix de cette photo-là. J'aurais pu aussi vous montrer une autre photo absolument catastrophique du Vendée Globe, où je vous aurais induit un message supplémentaire. Mais là, certains y verront une espèce d'ode à la liberté, d'autres sur un côté un peu challengeant, et enfin d'autres vous diront, mais ils sont complètement fous. Ça, c'est de la conduite ordalique pure. C'est pas possible d'aller faire le tour du monde seul sur un petit rafio. Donc vous voyez que la construction aussi du risque, il va falloir se l'approprier, il va falloir se la faire sienne. Alors, du coup, les modèles, pour pas... on voulait éviter la liste exhaustive des études, mais en gros, ce qu'on a pu observer comme tendance sur cette question des troubles alimentaires et de la prévention des troubles alimentaires et des troubles liés au corps, c'est deux grands modèles. Un modèle qui va être s'intéresser spécifiquement aux voies menant aux troubles. Donc ça, on en dira un mot sur justement ces programmes de psychoéducation ou sur certains outils qui avaient pu être intéressants autour de la dissonance cognitive. Et puis, on en avait déjà parlé ce matin, effectivement des modèles qui sont cette fois non spécifiques, qui vont un peu plus tenir compte du contexte, et un peu plus tenir compte de la fonctionnalité du comportement, ce qui est quand même un peu plus intéressant. Avec, du coup, l'idée de développer des compétences qui pourront ensuite, par contamination, essayer de fragiliser justement les risques préalablement identifiés. Puis enfin, on dira peut-être un mot de comment essayer de mener une communication préventive auprès de ces tranches d'âge qui sont justement dans un processus extrêmement dynamique pour être ou tenter d'être le plus efficient. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Ça a été l'étude, une des études faites par l'équipe de Fairburn sur justement des campagnes de prévention du trouble du comportement alimentaire. Alors là, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que tout le monde était ravi. On a appris plein de trucs, c'était hyper intéressant. Le problème, c'est qu'à 6 mois, on a eu une augmentation significative des comportements restrictifs. Donc là, stop, on arrête tout. Ce qui a été dit tout à l'heure, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un phénomène de fascination pour le comportement, vraisemblablement aussi, parce que ça c'est très sensible sur ce moment-là de la vie, d'identification groupale, c'est-à-dire que du coup on va trouver un groupe dans lequel se développer, la découverte de nouvelles stratégies pathogènes, quelque part quelque chose de la valorisation de conduite à risque et l'élaboration de croyances très dysfonctionnelles sur le trouble est fréquent, ce qui est fréquent peut être internalisé comme norme, et enfin pour ceux qui ne l'avaient pas encore, la prise de conscience d'un idéal de minceur. Vous voyez que ça c'est juste une capture écran d'il y a la semaine dernière sur Google, c'est Inspiration 2018, donc on est encore complètement là-dedans avec cette mise en scène selfie. Alors, du coup, dans un deuxième temps, les gens ont pris de la distance et ont essayé d'intervenir en amont. On va voir notamment comment, et par le biais de certains outils qui semblent avoir fait preuve de leur efficacité, notamment dans la prévention du tabac, etc., qui est la dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, ça va être essayer d'induire chez le sujet, par l'envoi de 2 messages contradictoires, un trouble qui va aider à une certaine prise de conscience. Alors là, je suis encore désolé pour les spécistes, mais je voulais vraiment que vous ayez cette expérience-là de dissonance cognitive. Et c'est intéressant parce que, justement, on parle des spécistes, mais à la limite, les flesh eaters, là, ou les carnivores, vont pas être du coup sensibles à ces messages-là, parce que trop loin, soit d'un côté, parce qu'ils sont dans effectivement une croyance convaincue, et donc du coup, vous faites que renforcer leur croyance, donc pas d'effet. Soit à l'inverse, si vous aimez la daube en sauce, faut bien
faut bien casser des œufs, quoi, pour avoir l'omelette. Donc voilà. Et ça, on l'a bien repéré dans les campagnes de prévention. C'est-à-dire que quand les croyances sont trop incrustées et là, bah, les messages auront peu d'effet. Donc, d'où la nécessité d'un ciblage préalable des populations. Alors, on vous a proposé celui-là. Donc ça, c'est l'équipe de Stacy Show qui, justement, avait décidé de prendre un peu de recul et de s'intéresser à la question de l'internalisation de l'idéal de minceur et de toutes les pressions sociales qui pouvaient être faites autour de celle-là. Alors, on vous demande de vous croire, mais globalement, ça marche. Ça marche à la fois sur l'internalisation des idéaux, tant mieux, c'était le but, mais également, ça va avoir un effet ricochet sur tous les affects négatifs, toute l'insatisfaction corporelle et également sur les symptômes alimentaires. On pourrait vraisemblablement y rajouter aussi toute la dimension anxieuse et dépressive en lien avec l'enjeu justement de l'idéal de minceur, parce qu'on a couplé fortement troubles alimentaires et idéal de minceur, mais ce qu'on observe aussi dans la pathologie du quotidien du sujet adolescent, c'est qu'on observe aussi des effondrements thymiques véritables. Donc ça marche en plus, quelle que soit la méthode employée, c'est-à-dire support vidéo, intervention d'un clinicien, également intervention des pairs, ce qui peut là être une idée pour justement être plus persuasif, et enfin des programmes Internet. Et ça a marché pas que dans leur équipe, les études ont été dupliquées absolument partout, et sachez qu'elle a été traduite en français. Alors on va donner le lien à Nathalie Powells pour qu'elle puisse vous le diffuser, parce que ça peut être un bon exemple d'un outil simple, abordable, pour élaborer des messages. Vous voyez que c'est des... Alors, comment ça marche ? 4 séances d'1 heure sur 4 semaines, un groupe fermé, c'est-à-dire vous rentrez dans le groupe et vous finissez le programme et vous sortez, incluant 6 à 8 participants. Les animateurs, mais là aussi, chose intéressante, c'est que ça peut être fait par différents corps professionnels, que ce soit psychologues, enseignants, éducateurs, ou même des anciens participants qui viendront et qui vraisemblablement auront encore plus de poids parce que appartenant au même groupe. Et avec, du coup, alors vous voyez, pareil, le matériel très peu coûteux, alors peut-être un peu la caméra pour faire du feedback aussi en fin de programme. Mais des outils autour de l'approche donc très didactique sur l'idéal de minceur, les enjeux, etc. Des travaux à la maison, des jeux de rôle pour essayer de décourager l'autre de l'idéal de minceur, et puis des défis comportementaux. Mais vous voyez que ça, on pourrait essayer de le penser et de le muscler un peu et de le customiser un peu pour d'autres dimensions, à la limite, que le simple idéal de minceur. Alors oui, on est bien sur de la prévention primaire ciblée, c'est-à-dire jeunes filles, 13-17 ans, voilà, n'ayant pas déjà d'aménagement ou de prodrome, puisque si je vous renvoie à la dissonance cognitive, bah là c'est déjà, les carottes sont déjà cuites, quoi. Attenant à ça, des modèles du coup aspécifiques qui vont être très basés sur notamment les travaux de Marshall Linehan et qui ont montré aussi une belle efficacité justement dans cette tranche d'âge-là, où là l'idée ça va être de développer des compétences autour de l'affirmation de soi, de la résolution de problèmes, la prise de décision et puis un peu de pleine conscience, ce qui n'est pas complètement inintéressant à un temps où justement on va être dans l'ici tout de suite maintenant. Voilà. Pour achever un peu tout ça, la communication, comment faire pour qu'elle soit la plus efficace possible.
Et donc là, on s'est inspiré du modèle de Petit et Cassiopo qui date un peu, mais avec l'idée qu'il va falloir tenir compte de plein de canaux en fonction de ce qu'on veut envoyer comme message et à qui. Il va y avoir à la fois la question de la nature de la source, le canal employé, la cible et le message qu'on va vouloir véhiculer. Vous voyez que par rapport à la nature de la source, on l'a déjà dit un peu ce matin, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même effet si on est dans une communication que je qualifierais de verticale, c'est-à-dire de figure tutélaire, de sachant, vers nos jeunes. Les idoles, alors je ne savais pas trop qui mettre effectivement, j'ai mis ces cœurs de pirates, mais moi les miens ils parlent surtout d'Mbappé, plus que, et de N'Golo Kanté plus que de Barack Obama. Mais ça va peut-être venir. Et enfin, les pairs. Et là, dans les études, on a montré, enfin, les résultats vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un effet grandissant au fil de ces trois évolutions. On va être plus pénétrant avec des idoles et encore plus pénétrant quand le groupe s'approprie, ce qui paraît intuitif, le message pour pouvoir ensuite le divulguer entre eux. Le canal utilisé, également à réfléchir. Ce n'est pas la même chose d'intervenir dans des lycées que sur des médias. Alors toi, tu parlais de phosphore. Alors le monde des ados, je pense que c'est carrément pas représentatif. Enfin, c'est le premier qui est sorti sur Google. Ou alors les réseaux sociaux. Voilà. Il y a eu notamment un débat sur la prévention par rapport au comportement sexuel et un grand débat entre qui doit faire cette prévention-là. Est-ce que c'est les profs de biologie ou au contraire des intervenants extérieurs? Voilà, la question va se poser. De la même manière, on va communiquer différemment si l'on est dans la période primaire, collège ou lycée et post-lycée. Et sans doute que certains messages très verticaux pourront être pertinents sur ces tranches d'âge-là, autant au fil du développement, évidemment, l'horizontalisation de l'intervention va être plus efficace. Et enfin, les contenus des messages qui doivent, aussi tant au niveau du langage que du sujet traité, être raccord avec les préoccupations du moment. Et vous voyez que si on joue à lequel trouver l'erreur, dans les préoccupations du moment, effectivement, des préoccupations sur les besoins primordiaux peuvent paraître un peu dissonants. Alors, sur la question de l'évaluation dont on a parlé ce matin, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Alors, là, pour preuve, on vous a mis une petite revue de la littérature qui date de 2017, donc elle est pas si vieille, qui pointait déjà toutes les biais méthodologiques, mais inhérents au programme lui-même. C'est-à-dire qu'il y a tellement de variables interagissant entre elles que soit on va prouver des choses très spécifiques, mais du coup, on risque de ne pas être représentatif à plus grande échelle, soit sinon on risque de ne rien montrer à tort. Et enfin, parce que les interventions sont indissociables du contexte dans lequel elles ont lieu. Alors pour terminer, les petites pistes là, qu'on a pu retrouver dans nos lectures, c'est finalement l'idée, et qui avait déjà été annoncée ce matin par le professeur Falissard, c'est prendre de la hauteur, passer de une vision très courte distance sur les symptômes pour, au contraire, aller vers quelque chose de plus général, promotion de la santé, et finalement, de la même manière sur la question
du corps, des enjeux autour du corps, passer d'une satisfaction ou d'une insatisfaction corporelle au problème plus de l'image de soi. Voilà. Et aborder tout un tas de sujets. Alors, qui devra le faire, comment, où, mais en tout cas, aborder ces questions effectivement, d'estime de soi, d'affirmation de soi, d'analyse critique des modèles sociétaux, de vivre des expériences corporelles positives, de prendre conscience et de mieux gérer ses émotions, développer un pouvoir d'agir en prenant conscience de ses compétences et dans le respect de soi et des autres. Donc vous voyez que c'est quand même des données extrêmement générales et universelles. Alors, et je rajouterais aussi peut-être l'apprentissage de l'outil numérique, de manière à espérer au mieux leur donner accès à une carapace suffisamment solide pour pouvoir ensuite affronter le monde. Ok, les pressions sociétales sur la question du corps, mais quid de la question du harcèlement numérique, quid du harcèlement scolaire, des abus sexuels, enfin, du trauma et des différents traumatismes qui vont jalonner ce temps. Voilà. On vous remercie.